Bien. Donc, nous avons donc décidé de faire cette conférence, mais nous avons aussi un message à vous transmettre. Pourquoi nous avons décidé de vous transmettre un message? C'est parce qu'il y a un phénomène qui se développe en Afrique. Le phénomène des consultants fantômes. Le phénomène des faux consultants. Monsieur Goa, Monsieur Ogwe, nous sommes des consultants réglementés en immigration canadienne. Cela veut dire que nous dépendons d'un organisme de réglementation qui autorise des personnes à donner des conseils rémunérés en immigration. Toute personne qui n'est ni diplômée en droit de l'immigration canadienne, ni membre du Collège des consultants en immigration du Canada, et qui donne des conseils en immigration canadienne, est un consultant fantôme. Je le dis, et je veux que ce soit clair pour vous. Maintenant, vous avez le choix de faire affaire avec un consultant réglementé ou alors avec un consultant fantôme. Mais vous prenez la responsabilité soit de vous faire exclure du Canada, soit d'être interdit de territoire parce que vous avez confié votre dossier à quelqu'un qui n'a pas la capacité, la compétence de le faire. Donc, dans ce cadre-là, je vous ai préparé une toute petite présentation, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour vous donner quelques petits conseils pour déterminer qui est consultant et qui ne l'est pas. Donc, je voulais vous parler, donc, vous donner quelques conseils pour éviter les arnaques. Parce que les arnaques, je peux vous rassurer, on les voit passer tous les jours. Et le phénomène est très grave. Sachez déjà que vous n'êtes pas obligé de passer par un consultant pour faire votre demande d'immigration au Canada. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous en avez les compétences, vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs ce que le Canada recommande. Mais si vous avez un peu d'argent, si vous n'avez pas de temps, si vous voulez un peu plus d'assurance, vous pouvez choisir de confier votre dossier à quelqu'un qu'on appelle un représentant. À ce moment-là, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un consultant réglementé en immigration canadienne. Donc, si vous avez un consultant devant vous, demandez des recommandations aux personnes en qui vous avez confiance. Obtenez les conseils de plusieurs personnes avant de faire votre choix et surtout, posez des questions. J'insiste là-dessus, posez des questions. La première chose à faire, c'est de vérifier que le consultant est autorisé par le Canada. Tous les consultants au Canada sont membres de ce qu'on appelle le Collège des consultants en citoyenneté et en immigration. Et chaque consultant a un numéro qui commence par la lettre R, comme Roger. Le mien, il écrit, je crois qu'il doit apparaître sur certains documents, sur ma carte peut-être, non, sur mon site web. R708543, 708 543, c'est le mien. Monsieur Goa, votre numéro? Mon numéro? Allô? Mon numéro est le R532057. R532057. Je vais passer rapidement pour vous montrer des documents compilés qui viennent de vos camarades qui nous envoient pour nous demander de vérifier si ce sont des vrais documents. Alors, vous allez vous régaler. On voit passer de tout. Tout ce que vous voyez là, c'est des faux documents que certaines personnes qui se prétendent être des consultants utilisent pour faire de l'arnaque sur Internet. Ça, par exemple, c'est censé être une offre d'emploi. Il suffit de mettre le drapeau du Canada et tout le monde croit que ça vient du Canada. C'est pas vrai. Ok? Ça, c'est censé être un permis de travail, celui-là.
Ça ressemble à un vrai permis de travail, mais si vous y regardez de très près, c'est un faux document. Ils ont essayé de placer des feuilles d'érable partout, puisque au Canada, qui dit Canada, dit feuilles d'érable. Mais c'est pas un vrai. Celui-là, c'est censé être un permis de travail à durée illimitée. Ça, c'est nouveau, ça n'existe pas au Canada. Ça n'existe pas. Et je vous rassure que ces documents ont été achetés par les candidats. Achetés par 10 000 francs CFA, par 50 000, à des millions, à qui on a fait croire qu'ils pourraient se pointer au Canada avec ce genre de documents. Je vais continuer. Vous avez des arnaques sur les sites internet. Excusez-moi. Sur les sites internet, vous avez des choses comme ceci. Demandez le visa du Canada en ligne. Ceci, ce n'est qu'un exemple, c'est un faux. Cette personne n'est connue de personne au Canada. Elle n'est ni consultant en immigration, ni avocat, ni juriste. En passant, j'en profite pour vous dire qu'il y a 3 professions seulement qui sont autorisées par le Canada pour vous aider. Les consultants en immigration réglementés, tous les avocats du Canada peuvent vous conseiller, et les notaires de la province du Québec uniquement. En dehors de ces 3 professions, toute personne qui prétend donner de l'immigration canadienne est un arnaqueur, un faux et un fantôme. Comment détecter ces arnaques? Regardez par exemple, il y a des fautes grossières déjà. La plupart du temps, c'est l'une des caractéristiques. Et il y en a même qui parlent de loterie. J'en profite pour vous dire que la loterie, ça n'existe pas au Canada. La loterie, c'est aux États-Unis. Il n'y a pas de loterie au Canada. Ça n'a jamais existé. Il n'y a que des programmes d'immigration. Donc, si vous entendez parler de loterie Canada, barrez-vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, M. Rouen? On lui vend ce qui est censé être une carte de résident permanent. Et la meilleure, c'est qu'on lui vend aussi un passeport canadien. Acheté le même jour. Je préfère ne pas vous dire le montant. Quand il m'a annoncé le montant, j'ai mis la main sur la tête. Il a acheté les 3. Et il n'était pas embarqué dans un avion. Il voulait se pointer dans un aéroport. Je lui ai dit, tu ferais mieux de ne même pas tenter. Donc tout ceci, c'est pour vous dire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui pensent qu'aujourd'hui, le meilleur business, c'est l'immigration canadienne. C'est vrai, le Canada recherche énormément de gens, énormément de personnes. Soit vous faites votre dossier vous-même, soit demandez les conseils d'un avocat, d'un consultant réglementaire en immigration canadienne ou bien d'un notaire du Québec. Si vous donnez votre dossier à quelqu'un d'autre, vous en portez la responsabilité. Je vais terminer par celle-là parce que je l'adore. Pour ceux qui ont été en France, qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est un titre de séjour français. Mais on a réussi à vendre à quelqu'un comme si c'était une carte de résident permanent du Canada. Parce qu'ils ont juste foutu un petit drapeau canadien ici. Et c'est marqué préfecture de police. Ça n'existe pas au Canada. C'est des histoires de français. Okay? Et le maire également, en même temps qu'il a acheté son titre de séjour canadien, un concept qui n'existe pas, il a acheté aussi sa carte de résident permanent du Canada. Bref, cette petite introduction, c'était pour vous dire, vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous, chaque fois que vous travaillez avec quelqu'un en matière d'immigration, j'insiste, canadienne, parce que nous ne parlons que de l'immigration canadienne ici. Nous ne parlons pas d'immigration française, on n'est pas compétent pour ça, on ne parle pas des États-Unis. Donc, je voudrais vous donner 20 conseils. 20
vous éviter des arnaques. Première chose, vérifiez que le titre de votre consultant. Un consultant a un numéro, il a un diplôme et il a un permis. Vérifiez ces trois choses. Mais sachez qu'il ne suffit pas d'être diplômé, parce qu'on forme les consultants d'abord, ils obtiennent leur diplôme, et ensuite il faut qu'ils passent un examen pour devenir consultant. Donc le fait d'être diplômé ne fait pas de vous un consultant. Ceci, c'est le diplôme des consultants. C'est le permis des consultants. Assurez-vous que votre consultant a ce permis affiché dans son cabinet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le numéro du consultant apparaît sur son permis. Le mien, il est là. R708543. Ensuite, assurez-vous que le consultant a un diplôme de consultant. C'est une formation. Quand M. Boa et moi sommes arrivés, elle était encore accessible aux gens titulaires du baccalauréat. Désormais, pour avoir ce diplôme, il faut d'abord obtenir une licence en droit, ensuite s'inscrire à l'Université de Montréal pour les francophones ou à Queens pour les anglophones, faire 18 mois ou 2 ans. 2 ans de formation. 2 ans de formation pour obtenir le même diplôme. Nous, on l'a obtenu avec le niveau du bac à l'époque. Donc, si vous voulez être consultant en immigration, vous passez votre licence en droit, vous inscrivez à l'Université de Montréal, vous faites 2 ans, vous obtenez votre diplôme, et ensuite vous présentez l'examen pour obtenir votre permis. Ce programme-là, il est fait pour vous. C'est le plus simple, c'est le programme sûr. Okay? Généralement, ceux qui ont le plus de chance dans ce programme, c'est des gens de moins de, on va dire, moins de 30 ans. Moins de 30 ans, avec un diplôme minimum bac plus 3 et un niveau de langue, on va dire à partir de 7, ça marche. C'est idéal. Sachez qu'au-delà de 45 ans, vous n'avez plus de points au niveau de l'âge, mais vous pouvez compenser en allant chercher beaucoup de points au niveau de la langue. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez 50, 60 ans que vous ne pouvez pas immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Vous pouvez. L'âge n'est pas une barrière. Okay? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Rouen? Juste pour confirmer ce que tu viens de dire, chers collègues, donc le niveau 7, c'est le niveau de connaissance linguistique que reconnaît le Canada pour immigrer dans le programme de travailleurs qualifiés. Mais vous pouvez faire mieux pour améliorer votre score dans le système Entrée Express. Comment il se passe? Monsieur Célestin va mieux vous expliquer. Le système Entrée Express est justement organisé pour accueillir ou bien pour sélectionner les meilleurs par rapport à un certain nombre de critères dont il a cité tout à l'heure, le test de français faisant partie de l'un des critères. Très souvent, il y a parmi vous des gens qui n'arrivent pas à se qualifier dans Entrée Express. Soit parce que le test de langue n'a pas le même niveau requis, soit parce qu'ils ont dépassé les 40 ans, ont perdu le point d'âge. Alors moi, j'ai souvent appelé ça mon programme phare, je l'adore, parce qu'il permet justement de récupérer ceux qui ne peuvent pas se qualifier dans l'Entrée Express, en allant chercher au niveau de chaque province canadienne quelque chose, ce qu'on appelle les programmes des provinces. Je vais expliquer un tout petit peu. Le que vous soyez qualifié dans Entrée Express. En fait, les deux vont de pair. Une province vous donne des points, et généralement, il vous donne 600 points lorsque vous êtes désigné par une province, ce qui fait que dans Entrée Express, vous remontez au niveau supérieur, et forcément, vous êtes invité. La seule contrainte, c'est que lorsque c'est une province qui vous donne la possibilité de venir au Canada, vous avez l'obligation de résider dans cette province-là. Ce qui est tout à fait normal. Alors, il y a des candidats qui se sont amusés à obtenir la désignation de la province du Manitoba, par exemple, et dès qu'ils atterrissent à Montréal, ils restent à Montréal, au Québec. Certes,
la loi canadienne dit également que lorsque vous êtes résident permanent, vous pouvez résider dans n'importe quelle province. Mais ils oublient quelque chose. C'est que c'est une province qui vous a permis de devenir résident permanent. Donc, il y a un problème qui se pose. La plupart du temps, les provinces ne vous titillent pas, mais ils vous attendent au carrefour. Et le carrefour, c'est quand vous allez demander votre nationalité. Puisque quand vous demandez la nationalité canadienne en tant qu'immigrant, le Canada demande à la province qui vous a accueilli de donner son accord. Et si vous ne vous êtes jamais pointé dans cette province, vous vous doutez bien que la province va dire celui-là, je ne connais pas. Donc faites attention. J'ai vu des confrères dire aux candidats, oh, si tu arrives, dès que tu arrives à Montréal, tu vas où tu veux, tu t'en fous. Non, c'est pas vrai. Si vous avez été sélectionné par le Québec, s'il vous plaît, restez au Québec ne serait-ce que 2 semaines avant de partir. 2 semaines au moins. Parce que là, vous pouvez quand même justifier du fait que vous êtes resté 2 semaines, et probablement parce que vous n'avez pas trouvé un logement, parce que vous n'avez pas trouvé une crèche pour les enfants, parce que vous n'avez pas trouvé de travail, que vous avez eu une opportunité dans une autre province. Oui, si vous avez une explication comme celle-là. Mais si vous n'avez jamais mis les pieds au Québec, je vous rassure, vous allez avoir des problèmes. Donc c'est ce genre de problème-là. Et généralement, ça marche très bien. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que 3 provinces qui ont cette opportunité-là. Si je ne me trompe pas, on a le Nouveau-Brunswick, on a la Saskatchewan. Et l'île du Prince-Édouard aussi, oui. Manitoba aussi. Manitoba. Sauf que c'est sélectif. Oui, Manitoba, c'est un peu sélectif parce qu'ils ont une exigence que j'aime pas beaucoup. Ils appellent ça. Ils sont basés sur l'offre d'emploi, je pense. Oui. En tant que travailleur qualifié sélectionné par le Québec, vous devez suivre un processus en 3 étapes. Étape numéro 1. Déterminer le volet d'immigration à l'école. En fonction de votre profil, vous devez déterminer dans quel volet vous soumettrez votre demande. Chacun de ces programmes ou volets a ses exigences qu'il faut respecter. Le programme réunit les travailleurs qualifiés PRTQ. Le programme de l'expérience québécoise PEQ, volet travail ou volet études. L'un des programmes pilotes d'immigration permanente, travailleurs de la transformation alimentaire, préposés aux bénéficiaires, travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Étape numéro 2. Obtenir le certificat de sélection du Québec. Le CSQ est le précieux sésame à obtenir pour immigrer de façon permanente dans cette province. Si vous n'êtes pas travailleur qualifié, vous pouvez quand même immigrer au Canada si vous êtes un bon sportif, un bon joueur, un bon chanteur, un bon journaliste, un bon artiste. C'est ce qu'on appelle au Canada des travailleurs autonomes. À ne pas confondre avec des gens qui ont leur propre affaire. Ce n'est pas la même chose. Ce programme est réservé aux artistes. Les artistes. Et la condition, vous devez être reconnu au moins au niveau national. Au minimum. Ça veut dire que si vous êtes un bon peintre, artiste peintre, que vous justifiez de 2 années d'expérience, vous pouvez entrer au Canada par ce programme. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes dans la salle, donc je peux me permettre de passer. À moins qu'il y en ait. Non, voilà. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Une autre façon, c'est d'entrer au Canada pour créer son affaire. Si vous n'êtes pas travailleur qualifié et que vous avez un peu d'argent à investir, c'est une autre façon d'arriver au Canada. La plupart des investisseurs utilisent ce programme pour sécuriser leur famille. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup immigrent pas pour leur compte, mais parce qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants. Donc, pour participer à ce programme-là, on vous demande d'investir minimum 200 000 $, soit pour créer une entreprise au Canada, soit pour reprendre une entreprise qui existe déjà. Une fois que vous avez ces moyens-là, vous passez par ce programme et vous obtenez la résidence permanente pour vous et pour toute votre famille. Je ne vais pas non plus insister là-dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle. On y pense très souvent,
mais on peut aussi immigrer en tant que réfugié. Et le Canada, c'est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés actuellement. Quand on parle de réfugiés, il faut comprendre réfugiés au sens de la Convention de Genève. Parce que généralement, les gens pensent seulement aux réfugiés politiques. Il n'y a pas que ça. C'est toutes les personnes qui fuient la persécution et qui ne peuvent pas avoir bénéficié de la protection de leur pays. C'est ça la définition de réfugié au sens de la Convention. Que vous soyez persécuté à cause de votre race, à cause de votre religion, à cause de vos mœurs, vous pouvez demander la protection du Canada. Mais le problème, c'est que la demande de refuge se fait à l'entrée du Canada ou au Canada. Vous ne pouvez pas la faire dans votre pays. Ça veut dire que pour entrer au Canada comme réfugié, il faut déjà arriver dans un aéroport canadien minimum. Comment vous vous débrouillez pour arriver là-bas? Je n'en sais absolument rien. Je préfère ne pas en parler. Donc, retenez que vous pouvez arriver à l'aéroport, le premier aéroport canadien, vous pouvez demander de refuge là-bas. Okay? Sachez que tout réfugié au Canada, celui qui a obtenu un refuge, est un résident permanent. Tout comme le travail qualifié qui est entré avec entrée express ou bien par le programme des candidats de province. Vous pouvez aussi arriver au Canada par ce qu'on appelle le parrainage. Alors le parrainage au Canada, c'est ce qu'on appelle un peu en France regroupement familial. Parce que vous êtes arrivé au Canada, vous êtes un immigrant économique, peut-être que vous êtes arrivé seul, avec un permis de travail. Le Canada voudrait bien permettre la réunification des familles. Parce qu'on sait que les personnes qui vivent loin de leur famille ne s'émancipent pas, ne s'intègrent pas bien. Ils ont peut-être besoin d'avoir les siens à côté d'eux. Donc, dans tous les programmes canadiens, il y a possibilité d'immigrer avec la famille. Tous les programmes de résidence permanente. Mais si pour une raison vous êtes seul au Canada, soit parce que vous êtes venu comme étudiant, ou alors vous êtes venu comme travailleur temporaire, sachez que vous avez la possibilité de faire venir les membres de votre famille dans ce programme qu'on appelle le parrainage. Qui est-ce qu'on peut parrainer au Canada? Vous pouvez parrainer votre conjoint. Conjoint de fait, ça rentre dans conjoint. Vous pouvez parrainer vos enfants et vos parents et vos grands-parents. Ça, c'est les personnes qui ont le parrainage automatique. Ça marche à tous les coups. Mais sachez aussi qu'on peut parrainer la famille étendue. Le frère, la soeur, le cousin, la nièce, la tante et tout le reste. Mais il y a une condition qui fait que c'est pratiquement impossible. La condition, c'est que cette personne soit seule, orphelin de père et de mère, et n'ait personne d'autre pour s'en occuper. Donc vous avez vu le superfuge. Parce qu'on sait qu'en Afrique, quand on commence à parler de famille élargie, ça va aller très très loin. Donc, il faut donc comprendre qu'on a limité au père, aux parents et aux grands-parents. Vous parlez de votre papa, votre maman, vos grands-parents, oui, vos enfants. Et là encore, pour les enfants, c'est limité. Il faut qu'ils soient mineurs. Jusqu'à 19 ans. Ça peut aller jusqu'à 22 ans, mais à condition que cet enfant de 22 ans dépend de vous financièrement en raison d'un état psychologique ou mental. Là encore, c'est compliqué. Okay. Donc, mais pour retenir globalement, c'est que vos enfants jusqu'à 19 ans, vous pouvez les parler. Et pensez à ça chaque fois que vous faites une demande d'immigration au Canada, que vous passez par entrée express ou par n'importe quoi. Les gens ont tendance à vouloir faire les choses seuls. Mettez-vous en couple. Si vous n'entrez pas dans le programme entrée express et que vous avez votre petit ami qui se qualifie, eh bien faites une demande de conjoint, puisque le Canada vous autorise. Ce qu'on appelle conjoint de fait au Canada, le conjoint c'est l'époux ou l'épouse. Le conjoint de fait, il suffit que vous démontrez que vous vivez ensemble à la même adresse pendant au moins 1 an, de manière ininterrompue.
Donc si vous hébergez votre petite amie, pour nous, elle a la même valeur que votre épouse. Donc vous pouvez immigrer avec elle dans le cadre d'une résidence permanente. Ça, c'est un programme intéressant, mais qui demande à être exploité. C'est le 8e programme, c'est immigrer en tant qu'aide familiale. En fait, c'est un vieux programme canadien. Ils se sont rendus compte que ça marchait tellement bien qu'ils sont en train de le pérenniser. Un aide familial, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui vient s'occuper de votre grand-père, de vos parents, mais qui vit dans la maison, ou alors de vos enfants. C'est un programme un peu mixte, parce qu'il rentre dans un programme de résidence temporaire et dans un programme de résidence permanente. D'ailleurs, tout à l'heure, M. Ngora va vous expliquer un peu la différence entre les deux. Je vais passer là-dessus parce que ça ne vous intéresse pas non plus. D'accord. On va rester là-dessus dans ce cas. Alors, je vous laisse découvrir à peu près les contours de ce programme. Numéro 8. Immigrer en tant qu'aide familiale. Cette façon d'immigrer au Canada vous concerne si vous disposez d'une expérience en tant que gardien ou gardienne d'enfants. En effet, vous pouvez demander un permis de travail au titre d'aide familiale. Vous pouvez viser directement la résidence permanente ou passer au préalable par une résidence temporaire. Cas numéro 1. Visez directement la résidence permanente. Pour immigrer en tant qu'aide familiale et obtenir directement la résidence permanente, vous pouvez postuler au programme pilote des gardiens et gardiennes d'enfants en milieu familial et au programme pilote des aides familiaux à domicile. Pour postuler à ce programme, vous devez obtenir une offre d'emploi au Canada à titre d'aide familiale. Le processus d'immigration à suivre sera différent selon votre situation et selon l'expérience que vous possédez déjà dans ce métier. Cas numéro 2. Passez par une résidence temporaire. Si votre situation ne vous permet pas de viser directement la résidence permanente à titre d'aide familiale, vous pouvez envisager de postuler pour un permis de travail temporaire. Vous devez pour cela obtenir une offre d'emploi au Canada pour travailler en tant qu'aide familiale. Cependant, pour ce cas, votre futur employeur devra obtenir une autorisation spéciale appelée Étude d'impact sur le marché du travail, EIMT, avant de pouvoir vous embaucher. La bonne nouvelle dans ce cas, c'est que ce programme vous permet de travailler au Québec. Pour immigrer en tant qu'aide familiale, la première chose à faire est donc de chercher à obtenir une offre d'emploi auprès d'un employeur canadien pour l'un des postes suivants: gardien ou gardienne d'enfants en milieu familial ou aide familiale résident. Si vous remplissez les conditions requises en tant qu'aide familiale, alors vous pourrez immigrer avec les membres de votre famille. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je ne sais plus, ça m'a échappé. Oui, je voulais préciser que c'était un programme pilote qui est en train d'être pérennisé. Un programme pilote au Canada, c'est un programme qu'on teste. Généralement, on teste sur 3 ans ou 5 ans, je ne sais plus. C'est 3 ans ou 5 ans? Dépendamment, le programme pilote peut être testé sur 3 ans, mais peut être aussi reconduit par le ministre. Ok. À la base, c'est 3 ans. Donc, on le teste d'abord sur 3 ans, on l'appelle le programme pilote. Et si on se rend compte que ça marche, on le pérennise. À ce moment, il devient tout simplement un programme. Donc, pour l'instant, le programme Immigrer en tant qu'aide familiale, c'est encore un programme pilote qui est en train d'être pérennisé. C'est pour ça que vous voyez, il se situe entre la résidence temporaire et la résidence permanente. Pour ceux qui sont déjà au Canada, on leur donne une voie d'accéder à la résidence permanente, et pour ceux qui ne sont pas encore au Canada, on leur permet de passer dans ce programme-là à travers une offre d'emploi. Donc, il suffit qu'un employeur canadien ou bien une famille canadienne, parce que ici, les employeurs, c'est des familles. Il suffit qu'une famille canadienne vous recrute en tant que gardien d'enfants ou bien aide familiale résident, et vous pouvez accéder et à la résidence temporaire et à la résidence permanente avec ce programme-là. Ce que vous devez retenir, c'est que pour être étudiant, il faut, obtenir une lettre d'admission d'un établissement reconnu,
que si vous venez au Québec, il faut obtenir un deuxième document qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec, et que c'est avec ces deux documents que vous pouvez faire la demande de permis d'études. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il faut aussi retenir que votre permis d'études, on ne va pas vous l'envoyer au Cameroun. Lorsque vous faites la demande, si elle est approuvée, on vous donne une lettre d'introduction et un visa. Le visa, c'est le document qui vous permet de monter dans un avion à destination du Canada. C'est tout ce que ça veut dire. Un visa ne vous autorise pas à entrer au Canada. Est-ce que vous avez saisi la nuance? Parce que c'est impensable parce qu'ils ont obtenu le visa qu'ils sont déjà au Canada. Non. Le visa vous permet de monter dans un avion à destination du Canada. Et la seule personne qui vous autorise à entrer au Canada, c'est l'agent des services frontaliers qui vous reçoit à l'aéroport. S'il décide que vous entrez, vous entrez. S'il décide que vous n'entrez pas, vous retournez chez vous. Okay? Donc on vous donne votre lettre d'introduction et votre visa. Vous prenez l'avion à destination du Canada et à l'aéroport, vous donnez votre lettre d'introduction et l'agent vous donne votre permis. C'est ce permis qui fait de vous un étudiant. On dit donc que vous avez un statut d'étudiant au Canada. Pour le travail, c'est pratiquement la même chose. Monsieur Oua vous a expliqué qu'on ne vous envoie jamais un permis de travail. N'achetez pas sur Internet, ça ne sert à rien. Tous les travailleurs à l'extérieur du Canada viennent avec ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Cela veut dire que c'est l'employeur qui vous fait une offre d'emploi. Lorsque vous acceptez, il vous fait un contrat de travail. Une fois que vous avez signé le contrat, l'employeur doit démontrer au Canada qu'il n'a pas trouvé de résident permanent ou de Canadien pour faire ce travail, pour que le gouvernement l'autorise à recruter quelqu'un à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la préférence nationale, c'est la même chose. Donc une fois que l'employeur demande ce document, il paye $1000 pour avoir ce document. C'est l'employeur qui paye, ce n'est pas vous. Si on vous recrute, on vous demande de payer $1000, vous devez le signaler. Parce que la loi interdit qu'on demande cet argent aux employés. Donc, c'est l'employeur qui fait la démarche, qui paye $1000, il obtient le document qui vous a dit, le INT, études d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est le premier document. Naturellement, si vous travaillez, si votre lieu de travail c'est au Québec, on va vous demander le fameux CAQ, parce que le Québec, c'est une province à part. Avec ces deux documents, vous faites la demande de votre permis de travail. Et comme pour les étudiants, on va vous donner une lettre d'introduction et un visa. Et à l'aéroport, on vous donnera votre permis de travail. Donc le permis de travail, vous l'aurez qu'à l'aéroport ou à l'intérieur du Canada, jamais à l'extérieur. Si vraiment vous avez compris, ça veut dire que cette conférence aura servi à quelque chose. Donc voilà globalement les manières possibles d'arriver au Canada. Avant de vous passer la parole pour des questions, je suppose que vous en avez beaucoup et nous sommes là pour répondre à vos questions. Je dois juste préciser que nous ne répondons aux questions d'ordre général. Si vous avez des cas particuliers, vous devez nous consulter. Et pour l'instant, je crois qu'il y a une liste qui circule dans la salle. Nous allons donner des consultations toute la semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Donc vous pouvez vous inscrire pour la consultation qui, elle, n'est pas gratuite. Je vous rassure. La conférence est gratuite, la consultation n'est pas gratuite. Elle est à 50 000 francs.